J'ai la chance d'animer cette soirée avec Marie-Christine Guérin, qui est à ma gauche ici. Marie-Christine Guérin, vous l'avez compris, ce sont les éditions Guérin-Paulsen, ou Paulsen-Guérin, comme on veut. Créateur de ces fameux livres rouges que vous connaissez tous et que vous appréciez. Et puis on a deux auteurs qui justement viennent de deux auteurs Guérin, qui tous les deux ont écrit quelque chose d'assez étonnant, et c'est pas un hasard si nous les rapprochons ce soir. Ce n'est pas un hasard parce que vous allez comprendre qu'il y a entre eux une véritable cohésion dans leur façon de raconter leur montagne. Les livres qu'ils ont faits, que ce soit La verticale de soi ou La montagne en moi pour Hervé Parmas, ne sont pas de simples livres de montagne au sens pragmatique du terme. Il ne s'agit pas de topo-guide, il ne s'agit pas de récits de courses extrêmement circonstanciés. Il s'agit d'abord de parler d'un rapport profond entre l'homme, ou la femme, et la montagne. Et ce qu'il nous raconte, c'est d'abord une histoire de vie. Et moi, je suis ravi de les accueillir parce que, encore une fois, ce sont des livres qui sont merveilleux. Je vous rappelle que Stéphanie Baudet, avec son livre À la verticale de soi, est passée tout récemment dans une émission de télévision qui s'appelle La Grande Librairie, animée par François Bunel. Elle était aux côtés de gens comme Hubert Reeves et qui d'autres, Stéphanie, j'ai oublié. Yves Joël de René, bonjour à tous et à toutes d'abord. Et donc il y avait Didier Van Kovler et puis Francis Salé, un grand botaniste, et c'était une belle expérience d'être parmi ces grands personnages. Oui, c'est une belle expérience et surtout ça avait un sens que le livre de montagne peut passer la barrière tout simplement des initiés. Et qu'un livre de montagne, vous le verrez, pour les deux c'est la même chose, ce sont des livres que quelqu'un qui ne connaît pas la montagne peut lire sans aucun problème parce qu'il va y trouver la matière de la vie. Et ça me paraît très important. Alors on va commencer. Il y a quelque chose qui vous relie tous les deux, qui est la résilience. Cette résilience, c'est... Vous avez tous les deux eu des événements, on va dire, un peu dramatiques. Vous êtes sortis d'un accident de ski terrible. Vous étiez promu à être une vedette du ski, à être donc un champion du chronomètre sur les pistes. Et puis, vous rencontrez à 140 km/h un poteau en fer. Ça fait mal, très mal, mais ça va changer votre vie. Alors vous allez nous expliquer. Et puis vous, Stéphanie, c'est un petit peu différent, mais quand même, vous étiez un enfant relativement fragile, vous aviez de l'asthme, on ne voulait pas que vous fassiez du sport parce que vous fatiguiez vite, etc. Et vous êtes devenue une très grande championne d'escalade et vous avez parcouru le monde entier avec votre compagnon Arnaud Petit sur des voies incroyables. Donc tous les deux, il y a quelque chose qui d'abord vous a collé à terre et vous vous êtes élevés. Allez, on commence à en parler. Qui prend la parole ? Allez, Stéphanie, elle va commencer. Ben oui, c'est vrai que bon, dans mon cas, il y a eu cette enfance. Alors, contrairement peut-être à ce que vous disiez, c'est pas tout à fait exact. C'est que mes parents m'ont plutôt poussé à aller en montagne, à marcher, à faire du sport en dépit de mes capacités un petit peu limitées, alors que c'était plutôt la mode, voilà, de tenir les enfants dans du coton, d'éviter de les faire s'essouffler, etc. Donc j'ai eu la chance de passer des printemps dans le Kéra, à marcher avec mes parents. Et mes parents m'ont vraiment transmis cet amour de la nature simplement, de passer du temps dehors, d'être en immersion dans des paysages comme ça. On a fait le tour du Mont Blanc en suivant Horace Bénédicte de Saussure, donc ce livre sur le tour du Mont Blanc. Et donc j'étais à la fois nourrie de littérature de montagne très jeune, et puis aussi simplement d'une immersion dans la nature et d'un sentiment d'harmonie. Et bonsoir. Bon, je m'excuse, je suis italien. Mais non, mais quand même, je dois le dire autrement. J'essaie quand même de parler français le mieux que je peux. Moi, j'essaye pas de parler italien. Non, mais mon histoire, c'est un petit peu, drôle, si on veut. Parce que moi, maintenant, je suis la 4e génération de guides et alpinistes
de ma famille. Donc j'avais un arrière-grand-père. Lui, il parlait français parce qu'en Vallée d'Aoste, on parlait uniquement français à la fin de 1800. Après, j'ai eu mon grand-père, mon père. Et donc, le jour que je suis né, pour tout le monde, moi, j'étais le fils d'une grande génération de guides de montagne et le fils du Mont-Cervin. Moi, je suis de Valtournage, Servignat, côté italien du Mont-Cervin. Mais j'avais fait rien. J'avais une bonne tradition de famille. Et après, j'avais le jour que je suis né, le 21 décembre 1977. Mon père, il a choisi de ne pas ir à l'hôpital avec ma mère. Il a choisi la montagne, le Mont-Cervin. Et donc, tout le monde disait, bon, c'est mon père, il va choisir la paroi ouest du Mont-Cervin. C'est la paroi qu'on ne peut pas voir du côté de Servignat, du Breuil, et pas du côté de Zermatt, de Suisse. Peut-être qu'il sûrement, regardez, ils doivent être un grand alpiniste, le fils de Mont-Cervin. Mais moi, j'ai choisi vraiment la montagne d'une autre manière, pas gravir, mais descendre. Et en Italie, il y avait Alberto Tomba, de côté de l'homme, donc c'était lui qui gagnait les compétitions de ski. Mais il y avait aussi, pour moi, une référence dans la descente, qui c'était Luc Alphand. Et donc, pour moi, c'était vraiment le ski alpin. Et j'ai commencé avec le ski. Mais après, comme il a dit Jean-Michel, j'ai trouvé ce bâton de fer qui m'a cassé les deux genoux. Et donc, je pense que tout le monde il a des rêves dans sa vie, dans notre vie. Et donc, j'ai compris que pas tous les fois, notre rêve, ils vont devenir réalité. Et donc, j'ai eu vraiment une première partie de ma vie que je voulais une chose, mais ils m'ont dit non, tu ne peux pas l'avoir. Et donc, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Et ça a été difficile de trouver mon parcours, ma trace dans la neige. Moi, je dis toujours qu'il faut faire une trace dans la neige avec la neige jusqu'à, comment on dit, jusqu'au ventre, jusqu'à la taille. Et il faut fatiguer. Mais après, avec la fatigue, on trouve une belle vie, une belle trace dans la neige. Mais après, je dois remercier mon père parce qu'un jour, moi, j'étais moniteur de ski. Ma vie, c'était tout à fait une vie normale. Je faisais le moniteur, donc j'avais aussi ma chance de ne pas rester dans ma famille. J'avais mon travail, mais c'était vraiment 8 heures, moniteur de ski, jusqu'à 5 heures. Après, c'était l'apéro. Après, c'était une douche. Et après, c'était la fête jusqu'à 5 heures du matin. Ça a été commencé à 19, à 20. À 20 ans, j'ai dit, bon, je dois changer quelque chose. Mais j'avais aucune idée. Et il y a dans le livre vraiment un chapitre que pour moi c'est difficile à l'expliquer, mais j'ai eu le sens et le devoir de l'expliquer aussi aux jeunes. Je me suis trouvé dans une soirée de fête que j'avais l'idée de changer quelque chose dans ma vie, mais je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire. Et dans une journée, dans une soirée de fête et dans une disco, ils m'ont dit, Hervé, tu dois essayer, viens avec nous, tu dois essayer. Et il me disait, tu dois attacher. En Italie, attacher, c'est le verbe qu'utilisent les alpinistes quand ils doivent attacher la paroi nord du Mont-Cervin ou la voie d'escalade. Moi, je disais attacher et je regardais les personnes, mais ils ne sont pas des alpinistes, ils ne sont pas comme mon père. Ils m'ont poussé dans les toilettes et tu dois attacher. Il y avait la cocaïne. C'était là, prête pour moi. Et là, j'ai eu la chance, de tourner mes épaules, mais je ne veux pas juger les personnes. Mais pour moi, ça a été comme ça. J'ai tourné mes épaules, je suis sorti de la disco, et je devais faire quelque chose d'autre, différent. Mais je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire. Et ça a été mon père qui est revenu. Il avait tourné les épaules à son fils quand il a décidé d'aller à la montagne, au Mont-Cervin, quand je suis né. Mais il est venu faire toc-toc à ma porte pour me dire, Hervé, tu sais, on peut aller au Mont-Cervin. Et c'était le mois de février. Moi, j'ai dit, le mois de février? Mais il fait froid dans le mois de février. Le Mont-Cervin? Mais oui, Hervé, c'est une chose différente, le Mont-Cervin en hiver. Ben, si toi tu es content, bon, je viens. Mais pour moi, c'était vraiment la même chose. Et quand je suis monté avec mon père sur le Mont-Cervin en hiver, le 17 février, ma vie a changé complètement. J'ai gravi la montagne, il faisait très froid, mais j'avais une chaleur dans mon âme, dans mon cœur. Et là, j'ai décidé, bon, je peux faire le guide de montagne, l'alpiniste. Effectivement, c'est un parcours très intéressant, très étonnant. Vous en parlez avec franchise, justement, dans votre ouvrage. À quel moment, Stéphanie, on se sent
devenir alpiniste, sans devenir grimpeur? Est-ce qu'il y a une bascule? Comment ça s'organise dans une vie, dans votre vie? Alors pour ma part, voilà, j'avais pas trop d'attirance pour les sports traditionnels. Et par contre, dès que j'ai découvert la grimpe, c'était à l'occasion d'une sortie au Mont-Aiguille avec le club alpin français de Gap, en fait, là où j'ai grandi. Et ça a été une révélation, c'était vraiment un éblouissement de me retrouver au sommet de ce magnifique enfin, c'est un sommet magnifique, ceinturé de rochers avec cette prairie suspendue où on peut trouver une harde de chamois qui vit là-haut. Et ça a été l'éblouissement total. Et je me suis aperçue qu'en fait, il me manquait dans les autres activités sportives cette dimension peut-être spirituelle. Je n'aurais pas mis ce mot-là à l'époque, mais finalement c'était ça. Il y avait une sorte de dilatation de l'être. On se sentait respirer. Moi qui avais du mal à respirer en général, je me sentais vivre. Et c'était assez fabuleux. Et ça a été pour moi la révélation, quoi. Et ensuite, quand on parlait de résilience, c'est vrai que plus tard, à l'âge de 20 ans, une fois que j'étais vraiment lancée dans l'escalade, j'ai perdu ma petite sœur et ça a été, je pense, le moment clé où j'ai décidé de lâcher les études et de me consacrer pleinement à ce qui me semble essentiel dans la vie, parce que finalement, quand on perd un être cher, ça remet toutes nos certitudes en cause et voilà, donc on se rend compte que tout ce qui nous semblait important avant, une sorte de réussite sociale, des ambitions qu'on pouvait avoir, tout ça s'effondre et on se retrouve tout nu en fait face à l'existence et moi l'escalade m'a sauvée. Vous avez dans votre livre une parole qui est très forte, je crois que c'est votre mère ou qui vous dit « Suis ton cœur ». J'ai l'impression que c'est le même conseil qu'on vous a donné à vous, Hervé. « Suis ton cœur ». Est-ce que ça vous parle? Mais oui, mais moi je me souviens de mon père quand j'ai quand même décidé de devenir guide d'automontagne après alpiniste. Bon, les deux choses ensemble parce qu'il faut faire de l'alpinisme pour devenir guide d'automontagne. Et jusqu'à maintenant, je sais seulement 9 fois que j'ai fait quelque chose en montagne avec mon père. Mon père, il a dit, tu dois suivre ton cœur, mais aussi il m'avait dit, après 3, 4, 5 expériences ensemble en montagne, tu dois suivre ta vie. C'est pas moi qui je dois dire ce qu'il y a du beau et ce qu'il y a du mal à la montagne. Tu dois vivre la joie et la douleur, mais c'est toi qui tu dois la vivre. C'est pas moi qui je dois la vivre pour toi. Et ça, je pense que pour un père, quand même, pour les personnes qui connaissent la montagne, comme l'escalade, qu'il y a des choses très belles, mais aussi des choses très douloureuses, ça a été difficile pour mon père de le faire. Mais il l'a fait comme ça. Et donc, maintenant, je dois lui dire merci. Mais ce n'est pas une chose très normale. Normalement, je vois, il y a beaucoup de parents, des personnes qui veulent de donner des consignes de ce que les personnes, de ce que les gamins ils doivent faire. Mais moi, je lis aussi sur le livre de Stéphanie, non, il faut suivre le cœur, il faut suivre la vie, il faut chercher de vivre. On a eu, pas d'autre. Il y a cette extraordinaire liberté que vous prenez, mais cette liberté, la famille, tous ceux qui vous entourent, en fait, vous l'autorisent, ils vous encouragent. C'est pas commun, ça. Vous avez quand même de la chance extraordinaire d'avoir des compagnons, des parents qui ont été là et qui vous ont dit « mais ouais, vas-y, c'est la montagne, c'est pas quelque chose de mauvais ni rien, c'est au contraire quelque chose qui va finalement t'élever ». Est-ce que c'est vrai que la montagne, ça élève? Alors d'abord, c'est vrai que c'est une grande chance d'avoir, comme disait Hervé, des parents qui acceptent en fait notre liberté puis notre quête d'absolu en quelque sorte. Et moi, mes parents, au moment du deuil, quand ma mère m'a dit « suis ton cœur », j'ai trouvé ça fabuleux parce qu'elle aurait pu me dire « mais fais attention, on partait au Pakistan, on partait au Venezuela, faire des choses quand même relativement risquées ». Et j'ai jamais senti l'inquiétude de mes parents. Certainement, ils étaient inquiets, mais ils ont réussi à ne pas me le montrer. Et ça a été une source de grande liberté pour moi, et ça, c'était fabuleux. Et effectivement, moi, j'ai dans l'idée où j'espère vraiment que l'escalade peut faire de nous des êtres meilleurs, et la montagne aussi, parce que toutes ces qualités de présence qu'on a, de vigilance, d'attention aux détails, cette vision après panoramique qui s'épanouit lorsqu'on arrive sur un sommet, j'ai l'impression que si on arrive, alors c'est une tâche difficile à remettre sur le métier chaque jour, mais si on arrive à redescendre ces valeurs dans la vallée, à les transposer dans notre quotidien,
à être peut-être plus bienveillant envers les autres et envers notre entourage. Et ça peut être un bel enseignement pour moi de la montagne. Je suis tout à fait d'accord avec Stéphanie. Et moi, ce que j'ai aimé, si je peux dire, quand j'ai lu le livre aussi de Stéphanie, que quand même l'escalade, je pense pour elle, après tu peux dire bon, mais quand même pour moi la montagne, ça a été une chose. On parle toujours d'exploration, non? Les alpinistes font de l'exploration, ceux qui font de l'escalade, ils font de l'exploration. Mais après, c'est une manière de faire une exploration très intime de nous-mêmes. Moi, je dis qu'en montagne, j'ai découvert qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Parce que j'ai aussi beaucoup des choses qui me... des limites, moi aussi. C'est pas que si tu gravis la montagne, le Mont Cervin ou l'Everest, tu n'as pas de limites. Et après, tu vas connaître aussi la partie de l'homme ou de la femme. Donc, aussi la peur. C'est pas que les alpinistes sont seulement des zéros, des personnes qui peuvent dormir à moins 30 degrés. Non, les alpinistes, ils ont peur. On est sensible. On a des émotions très contrastantes l'une de l'autre. Et ça, moi, je dois dire, c'est la montagne. J'ai découvert ça avec la montagne. Je n'ai pas fait d'université, moi aussi. J'ai laissé mes études. Mais la montagne m'a fait un petit peu comme école, comme il disait Bonatti, d'une manière différente, mais quand même, j'ai trouvé quelque chose dans la montagne qui il m'a dit, bon, toi, tu es cette personne-là. Et c'est la montagne qu'il m'a dit. Juste une chose aussi que j'ai beaucoup aimé dans le livre d'Hervé, c'est la façon dont tu parles aussi des gens, des grands-parents, de cette vie simple en fait, authentique qu'on trouvait dans les campagnes autrefois ou dans les montagnes. Et puis finalement, l'alpiniste ou le grimpeur, il va peut-être rechercher ces sensations de vie simple, authentique. On noue des liens forts et vrais. Finalement, dans une cordée, je pense on revient à l'essentiel de la vie, quoi. Et c'est ça qui est beau aussi. Ouais. Oui, mais vous avez justement en commun ce goût de la vie simple, parce que aussi bien vous, Stéphanie, dans votre maison, du côté de Gap, que vous, Hervé, on sent bien que l'histoire est importante et que l'histoire, c'est d'abord votre histoire dans un coin de montagne, tourné vers la nature. C'est important, quoi. Je pense que ça compte énormément. Vous êtes écolo, quoi. Vous faites attention. Vous pensez justement à cette histoire de pollution qu'on éprouve en ce moment. C'est des choses qui comptent, quoi. C'est vrai, je crois, quand on aime la nature, on a envie de la préserver. Et puis en fait, en tentant de la préserver à son humble mesure, je pense que c'est simplement nous-mêmes qu'on essaie de sauvegarder, hein, parce qu'on fait partie de cette nature intégrante. Et la nature n'est pas qu'un territoire de jeu, mais c'est vraiment quelque chose qui est en nous et on fait partie de ce tout. Et donc ça me paraît essentiel d'essayer de la préserver, évidemment. Oui, tout à fait. Moi, je dis que on a eu dans l'histoire de l'alpinisme des périodes, et on a eu la conquête des Alpes, bon, la première ascension du Mont Blanc. Quand même, l'alpinisme, il est né au Vercors, peut-être un petit peu plus avant, au Ventoux, si on veut. Ouais, et il faut l'histoire de l'alpinisme, exact. Pétrarque, c'est une grande histoire, l'alpinisme. Mais quand même, la première ascension du Mont Blanc, c'est l'étape vraiment de l'alpinisme. Mais après, il y a eu la conquête des Alpes, après l'Himalaya, après l'escalade de haut niveau, les prestations de vitesse en montagne maintenant. Peut-être que pour regarder un petit peu plus en avant, il faut dire que, selon moi, les alpinistes de la nouvelle génération, ils doivent regarder tout à fait la partie un petit peu plus sportive, bien sûr, mais aussi se rendre compte qu'il faut être un petit peu chevalier de la nature, chevalier de la montagne, qu'on dirait chevalier comme D'Artagnan. Il faut vraiment sauver qu'est-ce qu'on aime, parce qu'autrement, les nouvelles générations ne vont pas connaître le Mont Blanc avec la neige. C'est juste, il faut sortir maintenant, il y a 1-2 degrés, mais quand même il y a une inversion thermique. Où j'habite à 1500 mètres, dans la nuit il y a 4-5 degrés, on est dans le mois de décembre, il n'y a pas la neige. Donc, selon moi, personne, sûrement comme Stéphanie, comme moi, mais comme tout le monde, pas seulement les grands alpinistes, moi je ne suis pas grand alpiniste, mais les grands escaladeurs ou les grands alpinistes, mais toutes les personnes qui aiment la nature et la montagne doivent faire quelque chose, être sensibles à la nature qui change. Hervé, il y a une phrase qui m'a marquée dans votre livre quand vous dites
quelque chose comme c'est quand je redescends du sommet que là je ne suis pas bien et que j'ai peur en fait. Vous pouvez expliquer ça? C'est ce monde en fait dans lequel vous retournez dans lequel vous êtes moins bien finalement. C'est pas aussi facile de vivre en bas qu'en haut. Oui, oui, c'est comme le dernier chapitre du livre. Après, on regardera aussi une petite vidéo de cette expérience qui c'est l'enchaînement des 4 arrêts du Mont-Cervin en hiver. Et j'ai dit oui, moi ici, j'ai vraiment l'idée de la félicité, la joie. C'est difficile, mais dire moi, le jour que j'ai fait l'enchaînement des 4 arrêts, je disais, et j'étais sûr d'être la personne la plus joyeuse, la plus felice, on dit, au monde. Ça, c'est une chose incroyable. Il n'y a pas d'argent qui peut acheter la félicité. Et c'est vrai que je ne peux pas être vraiment sûr que j'étais la personne la plus joyeuse, la plus felice au monde. Mais seulement d'y penser une chose pareille, c'était une chose incroyable. Je disais, mais pourquoi je dois redescendre? Il y a les guerres, il y a Berlusconi en Italie. C'est difficile. Non, c'est la question. Mais pourquoi redescendre? Mais après, comme disait Jean-Michel, les livres, ils parlent d'une fille qui fait l'escalade, la danse escalade, qui a fait beaucoup d'expériences, mais après, le livre de Stéphanie, il parle de la femme. Et mon livre, il parle aussi de l'homme. Et tu peux faire de l'escalade, tu peux être un alpiniste, mais s'il y a quelque chose qui dans le monde ça ne marche pas, toi tu dois redescendre et chercher de changer cette chose-là. Tu ne peux pas dire, moi je suis alpiniste, c'est pas mon problème. Non, je suis alpiniste, c'est mon problème. Je suis homme avant d'être alpiniste. Et c'est toujours de bien d'entendre des choses comme ça. Il y a quelques jours, je suis allé interviewer un vieux monsieur digne de l'alpinisme qui s'appelle Pierre Mazot, et dont vous avez forcément entendu parler. Et je disais à Pierre, Pierre, mais il a 87 ans. Je lui disais, mais qu'est-ce que ça vous a apporté la montagne? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Et il me disait, ah, il y a 3 choses. Il y a le risque. Le risque, c'est important, parce que sans risque, c'est pas de l'alpinisme. Et après, il me disait, il y a l'amitié et la liberté. Et ça, il me disait, c'est ce qui me reste. L'amitié, la liberté. Est-ce qu'on trouve, vous aussi, est-ce que vous avez ces choses-là, ces valeurs-là qui sont importantes? C'est une question que je vous pose, mais vous y répondez très bien. Oui, à tous les coups. Et oui, c'est vrai qu'au fil des années, alors il y a différentes périodes, je pense, chacun on passe par quand on est jeune, on a envie de se dépasser, on a envie voilà, il y a le goût du risque, et puis le goût de frôler un petit peu ses limites. Et puis après, on s'assagit progressivement avec le corps qui a ses petites contraintes et puis qui ne veut plus tout à fait fonctionner comme on l'attend. Et en fait, ça nous ouvre à à des choses plus importantes qui sont effectivement les valeurs de l'amitié, du partage. Et aujourd'hui, moi, je crois que ce qui me reste vraiment, c'est l'envie de partager et de me tourner vers des choses plus faciles, plus aisées, dans lesquelles je vais avoir justement cette capacité de m'enthousiasmer et je ne vais pas être fermée sur la performance, parce qu'il y a une espèce de hier qu'on se met dans la performance qui est réductrice à mon avis, qui appauvrit la relation qu'on a à la nature, aux rochers, puis à ce qu'on vit avec nos compagnons. Et pour moi, l'escalade de la montagne, c'est une expérience sensorielle, où on a vraiment tous nos sens qui sont à l'affût, et il y a une sorte... Quand on peut avoir cette qualité d'éveil-là, c'est fantastique. Et en plus, en la partageant avec des compagnons de cordée qu'on apprécie et dont on sent les liens qui se fortifient au fil des années, c'est encore plus beau. Moi, je fais beaucoup d'escalade de l'alpinisme en solo, mais après, ça reste du risque, c'est que tu vas comprendre avec le risque l'essentiel, que c'est notre vie. Parce que quand même, quand tu vas risquer ta vie en montagne, tu comprends vraiment qu'est-ce que tu mets dans ton idée de roulette russe, plutôt pour les autres qui regardent l'escalade en solo peut-être. Mais c'est la chose la plus importante que j'ai. Et donc, si je risque ma vie, je comprends aussi la valeur de ma vie. Mais après, c'est vrai que ce qu'il a dit Stéphanie, après les ans, ça passe, je fais encore de solo. Mais après, je dis toujours que les amitiés, les rapports avec les autres personnes sont la chose peut-être la plus importante, la chose que tu dois chercher pour partager pas seulement la joie,
C'est facile de partager, ah, j'ai gravi cette montagne-là, j'ai fait cette expérience-là, mais aussi de partager les choses plus difficiles. Et donc moi, oui, je trouve que les paroles, quand même, ce sont l'amitié, le risque, le partager, et après la liberté, parce que quand même en montagne, on est libre. On est libre de risquer notre vie, mais aussi on est libre de dire, bon, j'essaye pas, c'est trop difficile pour moi, je peux essayer une autre fois. Aussi l'idée on peut essayer des autres fois, c'est pas que tu dois gravir la montagne, que tu as un autre jour, une autre semaine, des autres possibilités. Et donc la liberté de choisir, c'est une chose difficile de trouver quand même dans notre société. Liberté. Vous avez cité une phrase que j'aime beaucoup également dans votre livre, qui est une phrase d'un Français qui s'appelle Gaston Rebuffa, que vous connaissez bien en Italie. Gaston Rebuffa écrivait cette chose étrange, c'est que quand on est au pied du Cervin, on n'est plus un alpiniste normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Cervin, c'est un terrain différent. C'est là où on change, on bascule dans un autre univers. Vous avez fait le Cervin, en fait, Stéphanie? Ah, ben voilà, vous avez trouvé un compagnon de cordée. Oui, Gaston Rebuffa, aussi pour nous, avec les Dostes, quand même pour ma famille, surtout pour mon père, c'est le guide. Je ne sais pas, ça a été vraiment la personne de référence. Et moi aussi, j'ai les livres de Gaston Rebuffa, j'ai lu les livres de Gaston, et quand il a dit cette chose-là pour le Mont-Cervin, j'ai dit oui, c'est vrai. Mais c'est simple pour moi, parce que je regarde le Mont-Cervin, c'est la montagne de ma famille, de ma vallée. Mais aussi les autres personnes, quand ils arrivent, et surtout maintenant qu'ils cherchent le Mont-Cervin du côté italien, parce que tout le monde connaît le Mont-Cervin du côté suisse, mais pas assez du côté italien. Ils regardent la montagne, et aussi les personnes qui seulement maintenant, aujourd'hui c'est un jour de fête, ils sont là à Servignan, à prendre le soleil, ils regardent le Mont-Cervin et quelque chose, ça bouge dans le corps des personnes. Je ne sais pas, pour moi c'est un frère le Mont-Cervin, c'est pas une montagne, c'est pas de la glace, de la neige, des rochers, c'est presque une personne avec laquelle je peux parler, mais pour moi c'est une chose différente. Mais Gaston il a dit cette phrase-là parce que je pense que pour tout le monde, quand on est au pied du Mont-Cervin, quelque chose ça bouge à l'âme, le cœur, le cerveau. Stéphanie, vous avez beaucoup promené votre cordée dans le monde entier. Vous êtes allé au Pakistan, vous êtes allé en Amérique du Sud, en Patagonie, vous aussi d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on va chercher justement quand on grimpe, on va chercher des montagnes lointaines, etc. Mais pourquoi finalement il y a tellement à faire ici? On se dit tiens, est-ce que ça vaut le coup d'aller au bout du monde alors que vous avez fait la Walker avec Arnaud Petit? Quand vous racontez ça dans votre livre, on a l'impression que vous vous baladez comme moi quand je fais le Saint-Hénard en Chartreuse. Ça a l'air aussi facile que ça. Alors en fait, je crois qu'avec Arnaud, on a eu la chance, donc Arnaud Petit, mon compagnon, on a eu la chance qu'il y ait une sorte de... Voilà, c'est 21 ans qu'on fait cordée dans la vie et en montagne. Et on a eu cette chance Lui était passionné par l'ouverture des grandes parois, et moi je rêvais de voyager. Et ça a coordonné les deux choses, c'est une sorte de synergie comme ça qui a fonctionné. Et ce qu'on va chercher, enfin moi ce que j'allais chercher, c'était d'abord l'attrait du voyage, des rencontres. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir certains lieux, donc avec Arnaud notamment le cirque de Taria au Maroc, dans le Haut-Atlas, qui m'a beaucoup marqué et dans lequel on est revenu chaque année. Et je crois que ce qui m'a plus touché encore, au-delà de la magie de ces grandes falaises ocre qui ressemblent à des gorges du Verdon, mais beaucoup plus gigantesques en fait, c'est les gens qui vivaient là-bas, et c'est de faire ces rencontres avec les bergers, les jeunes filles qui gardent des troupeaux sur les sommets, qui ont des vies rudes, difficiles, et de sentir qu'en fait on communie sur des choses essentielles, et moi, ils m'enseignent un mode de vie plus frugal, et je suis j'ai vraiment des amis très chers, et je crois que et souvent quand je vais là-bas d'ailleurs, je suis un petit peu partagée. Est-ce que je vais aller grimper ou est-ce que je vais passer du temps avec mon ami Sadia dans son pré Donc je crois qu'il y a ces deux côtés. J'ai été aussi nourrie d'écrits, de littérature de voyage,
Ella Maillard, Nicolas Bouvier, tous ces gens m'ont beaucoup touché, Alexandre Davinel. Et donc il y avait l'envie de voyager. Et en plus, ce qui est fabuleux, c'est que quand on voyage et qu'on est à la recherche de grandes parois, c'est qu'on se rend compte que les beaux lieux de la planète ont souvent des pierres, en fait, des rochers. Comme si le sacré, en fait, était souvent lié à des sommets, à des falaises. Par exemple, en Chine, les lettrés chinois adoraient se mettre à l'abri d'un rocher. Il y a un poète qui s'appelait Wang Dao qui disait « Dès que je vois une falaise abrupte, je me sens revigoré ». Il disait ça au XVIIe siècle et j'aurais pu le dire de la même façon. Donc ça, c'est assez touchant. On se rend compte aussi, quand on va... Moi, je ne suis pas tellement allée en Himalaya, à part en Pakistan, mais c'est pareil. Il y a quelque chose qui... Les hommes sont attirés par les montagnes, par les lieux abrupts, parce qu'ils y trouvent certainement cette élévation que parfois dans la plaine, on ne trouve pas, et cette air raréfié et peut-être plus pur et plus porteur. Le voyage, oui, donc on en parlait. Alors, Hervé, quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, tiens, un truc qui est vachement marrant, c'est que j'avais l'impression de regarder le film de Walt Disney qui s'appelle Nemo. Vous l'avez tous vu, hein? C'est un film avec un petit poisson, il lui arrive des tas de trucs, toutes les 5 minutes, il a quelque chose. Et vous, on a l'impression, quand on vous lit, on se dit, mais ce gars-là, il n'a pas de bol, quoi. À un moment, vous avez une tumeur, à un moment, vous prenez une cascade sur la tête. Ce sont des signes. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que c'est des refus de la montagne ou est-ce que c'est simplement... c'est simplement ça, la montagne aussi. La chose la plus difficile à gravir, c'est pas peut-être la montagne, mais c'est notre vie. Et moi, j'ai pas eu de la chance dans un côté de la santé. J'ai eu beaucoup d'expériences mauvaises, si on veut. Mais après, quand tu es vraiment dans un lit, peut-être aussi dans un hôpital, et tu dois remonter, tu dois dire, bon, je dois gravir, mais pas pour gravir la montagne, seulement pour marcher, pour retourner, avoir l'idée de faire de l'escalade, de l'alpinisme. Et donc c'est une autre type d'épreuve. Plus difficile, je pense. Surtout, c'est une épreuve où tu peux te connaître quand même dans une autre manière. Non? Et après, comme le disait Rebuffa, tu es pas la même personne. C'est difficile. Et il y a aussi, ça a été drôle en Italie, parce que quand j'ai écrit le livre, il y a un an, il y avait des emails en Facebook qui me disaient « Mais non, mais c'est pas vrai que tu as vécu toutes ces choses-là dans ta vie. » Et moi, je disais « Mais non, mais c'est vrai. » Et alors, après, j'invitais les personnes à dire « Mais viens voir une conférence d'alpinisme. Je te fais voir les photos, les vidéos. » Et donc, tout ce qu'il y a dans le livre, après, c'est vrai. Mais je pense que oui, quand on lit le livre, ils disent « Mais il est encore là. » Après, ils disent « Mais il est encore là, il fait encore des choses. » Oui, c'est une histoire comme ça. Mais j'ai eu la chance, de gravir cette expérience, cette montagne difficile de la santé, mais je dois aussi remercier beaucoup du monde, beaucoup de personnes, ma famille, ma copine, les personnes qui sont proches de moi, et aussi des amis, des personnes que, tu sais, tu les regardes et après ils te disent quelque chose, tu ne les connais pas vraiment, mais ils te disent quelque chose et qu'ils vont te changer ta manière de penser à la vie. Et je dois remercier tout le monde, beaucoup de personnes. Je dois écrire un autre livre seulement pour dire merci. La montagne se nourrit de tas de choses, elle se nourrit aussi de littérature. Donc, je sais que Stéphanie, vous êtes une fan de littérature, vous lisez beaucoup, et ça se retrouve évidemment à la verticale de soi. La littérature est présente, vous citez des auteurs, pas n'importe lesquels, donc on voyage aussi avec vous, et vous dites qu'un livre, c'était essentiel pour vous, un peu dans toutes les phases de votre vie, y compris même quand vous étiez à l'échauffement avant une compétition d'escalade, vous étiez tombé sur le Tibet d'Alexandra Davinel, et bingo, vous avez carrément presque oublié d'aller sur le mur faire votre prestation. Alors, quand même pas faire ma prestation, mais m'échauffer, quoi. Ça a retardé mon échauffement de manière spectaculaire. C'est vrai que et puis je me suis peut-être aperçue à ce moment-là que j'étais peut-être pas à ma place en compétition. Parce que les amis autour de moi lisaient Sport et Vie, comment être un meilleur athlète, etc. Et puis moi, je lisais Alexandre Davinel, je lisais
Nicolas Bouvier, qui ne sont pas vraiment des athlètes nés, quoi. Alors, Alexandra, si, parce que c'est quand même un sacré... Non, voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai été nourrie, vraiment nourrie par les mots. Ça m'a aidée dans les moments difficiles que j'ai pu traverser. Et c'est, voilà, j'ai l'impression, je crois que j'ai écrit un moment que, voilà, avec en compagnie d'un livre, je suis partout chez moi, quoi. Et pouvoir lire des choses totalement décalées, notamment, je me souviens d'avoir lu Henry Miller au Salto Angel. Et ça, j'aimais bien ce décalage, parce qu'on est sur une paroi en plein milieu de la jungle vénézuélienne, avec une petite rivière qui sillonne au pied, puis on se retrouve dans le Paris des années 30 avec un écrivain assez fabuleux. Et donc c'est vrai que j'aime bien partir avec un livre qui n'a rien à voir souvent avec l'endroit où je me trouve. Et puis ça me permet de m'évader au sens propre du terme. Vous amenez de la lecture également? Oui, mais pour les alpinistes, j'ai Meisner, Bonatti, mais après pour moi c'était comme aussi pour Bonatti, c'était Jack London. Ça a été vraiment une personne l'idée de l'aventure, c'était une chose qu'il a vécue vraiment. Mais après je lis aussi des livres différents. Maintenant, je ne sais pas si ce sont les mêmes en France, c'est difficile, ça change le titre. Mais un des livres qui m'a changé aussi une manière de regarder mes voyages d'alpinisme, ça a été Chantaran. Il y a en France Chantaran, peut-être. Bon, ça a été un livre d'une personne qui a vraiment vécu une expérience très difficile dans sa vie en voyageant. Il a vécu les années de cette aventure en Inde, on dit Inde, oui. Et donc j'ai aimé beaucoup. Mais après, les alpinistes, pour moi, la référence pour les habitants italiens de la vallée d'Aoste, quand même la littérature de l'alpinisme, après Bonatti et Meisner, ont été toujours les Français. Ces fatigue d'écriture, ça ressemble pas aussi à une ascension quand on avance comme ça, prise par prise, qu'il y a quelque chose, j'imagine, qui rapproche de ça, non? Qui fait penser... Alors c'est vrai qu'il y a une forme aussi, je trouve, de prise de risque en fait dans l'écriture. Alors évidemment, on ne s'engage pas physiquement de la même façon, mais voilà, on engage tout son être. Et ça me paraît voilà, assez proche de concentration. Ça peut aider vraiment, vous avez senti que ça vous aidait d'être une alpiniste quand vous écriviez, ou est-ce que c'est totalement une image, quoi, enfin, c'est quelque chose de réel? C'était plus une image. Moi, j'ai ressenti que l'écriture me permettait vraiment de réconcilier deux facettes de ma personnalité. Ce besoin d'action que j'avais par rapport à l'escalade, et puis ce besoin de contemplation, de retrait. Il y a des écrivains que j'admire énormément, comme Christian Bobin, des gens qui sont capables de s'émerveiller des petites choses de la vie. Et parfois, je me dis, mais ces gens qui ont une vie toute simple et très belle, et moi, je ne suis pas capable, je suis dans l'insatisfaction, j'ai besoin d'aller de partir, de courir le monde, et puis bon, je me suis quand même bien calmée aujourd'hui, mais voilà, donc l'écriture finalement m'a permis de réconcilier ces deux aspects qui me paraissaient totalement contradictoires de ma personnalité, et en ce sens, elle m'a réunifié un peu comme l'a fait plus tard le yoga dans ma vie. À ce propos, on sait que les alpinistes, les montagnards écrivent beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous pensez qu'il y a une nécessité, il y a un moment où il faut passer à l'acte, il faut raconter? Ça peut être aussi bien pour Hervé, parce que vous aussi, vous écrivez, donc pourquoi le besoin puisque visiblement la montagne vous satisfait beaucoup de vos fantasmes, est-ce que l'écriture est nécessaire, et pourquoi? Pour moi, ça a été un passage. Je ne l'ai pas cherché, mais il est arrivé un jour que j'ai dit je dois écrire quelque chose. Mais ce n'était pas l'idée d'écrire vraiment ce que j'avais fait en montagne, mais l'esprit de la montagne, les valeurs, les idées, le partager cet esprit de la montagne, parce que moi je suis aussi instructeur des guides de montagne. Donc en France il y a l'ENSA, en Italie c'est un petit peu différent. Et je regardais les jeunes qui arrivaient à faire les cours de guide d'automontagne seulement con l'idée d'aller un petit peu à l'usine à faire d'argent, et après de chercher dans la montagne seulement les numéros, les records, des choses pareilles. Je disais, mais la montagne, c'est toute autre chose. C'est la passion, l'amour pour la montagne, c'est une autre chose. Et donc, dès que j'ai eu la chance de vivre cette
façon peut-être de regarder à la montagne avec le cœur et pas seulement avec la force de mes muscles. J'ai dit, je peux essayer de faire quelque chose. Mais je ne savais pas où la route il conduisait. Et ça, pour moi, ça a été difficile, je dois le dire, parce que je ne suis pas écriteur. Et donc, il y avait des jours que j'écrivais une phrase, et il y avait des jours que j'écrivais une page. Mais quand même, ça a été 6 mois où j'ai vraiment laissé la montagne à l'extérieur de ma maison. Et moi, je suis resté là à écrire, à écrire, à écrire. Et je me souviens que dès que j'ai terminé le livre, j'étais aussi, comment on dit, fatigué. Et j'ai dit à ma copine, Grazie, j'ai dit, pas de personne ne va lire le livre. Non, non, c'est une vraie, une merde, comme ça, vraiment. Et après, bon, je suis heureux qu'après, beaucoup de personnes ont lu le livre. Mais... Il en parle mal. Après, je crois que quand on écrit, c'est aussi normal de passer par ces phases de jugement où des fois on est dans une euphorie, puis le lendemain on relit, et puis ça nous paraît... voilà, je crois que c'est naturel en fait. Ouais. Oui, alors du coup, on l'a dit tout à l'heure, votre livre connaît un succès mérité. Ça vous procure quoi et qu'est-ce que les gens qui le lisent vous renvoient? Je sais que vous recevez un peu des lettres, des mails, des courriers. Qu'est-ce qu'on vous dit de ce que vous écrivez? Alors c'est vrai que je crois que c'est ce qui me touche le plus et c'est la plus belle récompense à l'écriture. En fin de compte, c'est après cette année passée seule devant sa feuille, devant son clavier ou autre, c'est de se rendre compte que ce qu'on a dit de soi qui était intime, en fait, rejoint l'universel et qui peut faire écho à ce qu'a vécu une autre personne dans son parcours, dans son cheminement. Et en même temps, je me dis, c'est pas si étonnant, parce que même si on a des voies différentes dans nos vies, même si on emprunte des chemins très variés, on passe par des étapes qui sont probablement à peu près toutes les mêmes, quoi, avec des moments de doute, de difficulté, des fois des grandes joies, des petits bonheurs. Et les personnes qui m'écrivent, parfois se livrent une petite part comme ça d'elles-mêmes, et c'est vraiment très, très émouvant et très touchant. Et voilà, pour moi, c'est la plus belle récompense à l'écriture. Mais moi, ce que j'aime quand les personnes, je disais avant, bon, il y a des personnes qui regardent encore la montagne avec le cœur, et oui, il y en a, ce sont les personnes qui m'écrivent et qui me disent, pour moi la montagne c'est la même chose. Bon, peut-être j'ai jamais fait une nouvelle voie, mais j'ai quand même, ce que je sens c'est la même chose. Et ça c'est seulement une sortie de voir la montagne, qui n'importe qu'est-ce qu'on fait en montagne, si c'est la haute niveau ou la marche, mais c'est la passion pour la montagne. Donc je suis content de ça. Dans votre livre, Stéphanie, il y a un dernier chapitre qui m'a particulièrement touché, qui parle de quelque chose de très intime. Vous avez donc 40 ans, et vous vous dites, tiens, j'en suis où? J'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Et vous parlez de ce concept qui est étonnant, enthousiasmant, et qui s'appelle l'amour fertile. Allez, 2 mots. Alors oui, ça c'était par rapport aussi à une sorte d'ode un petit peu à ce que j'ai vécu avec Arnaud, ou plus largement peut-être avec ma famille et puis mes amis. C'est cette idée d'arriver à aller dans une forme d'amour bienveillant en fait, et qui soit au-delà des conditions qu'on peut poser, un amour qui ne soit pas toujours d'échange, fait d'échange, et puis de marchandage. Et c'est parce que j'ai reçu aussi cet amour, quelque part. Mes parents m'ont donné, ma belle famille aussi, et puis Arnaud aussi. Et puis moi, j'ai eu aussi envie d'essayer de développer, ça se fait tous les jours petit à petit, parce que c'est pas facile, hein, d'être dans cette qualité de présence avec les êtres qu'on aime, et puis on a des jours où on passe totalement à côté. Mais voilà, j'avais envie de partager cette idée d'un amour peut-être sans objet, d'un amour bienveillant. C'est difficile d'écrire sur l'intime. Alors moi, je me force pas du tout à écrire ce que j'ai pas envie d'écrire. J'écris vraiment des choses qui sortent, que j'ai envie de partager, qui sont une évidence, même une nécessité. Il n'y a aucun mot de ce livre, aucun passage que je n'ai pas écrit par nécessité en fait. Donc voilà.
je me posais beaucoup de questions. Comme j'ai dit avant, c'était une des choses, c'était la cocaïne, mais aussi des autres choses que, bon, ce sont des choses que après tu dois l'écrire et après j'ai dit, bien, si je suis moi, ça doit être vrai. Et donc, il faut écrire, il faut s'ouvrir, et aussi dans la partie la plus intime. Et puis peut-être qu'il ne faut pas faire l'économie des moments voilà, difficiles et des facettes de notre personnalité qu'on aimerait bien cacher, qui ne sont pas reluisantes. Et c'est ça qui fait la diversité de l'humain et c'est ça qui est beau aussi.